Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur les ondes de Radio Médecine Douce pour Sagesse et Société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Van Bibico. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphane, merci pour ton accueil, pour ton invitation. Un grand plaisir, surtout que le thème d'aujourd'hui est très intéressant pour quelqu'un qui aime la sagesse. On a choisi le thème « Les pas sages de la communication dans le couple ». Alors ça me parle énormément et puis je sais qu'il va y avoir beaucoup de légèreté dans cette émission aujourd'hui. Ben, j'espère, oui, en tout cas, voilà, qu'on puisse explorer. Moi, ce que j'aime avec toi, c'est qu'il y a toujours un goût de voyage, d'exploration, de cheminement, mais on ne sait pas très bien où on va. Et puis, la relation et la communication dans la relation, c'est aussi toujours ça, quoi. C'est de se laisser cheminer par les mots, par les émotions. Donc voilà. On a des passions communes. Alors, pour que les gens te connaissent un peu plus, c'est intéressant. Tu es communicologue, spécialiste de la communication amoureuse, formatrice accompagnante de la relation. Tu es auteur aussi, avec un ouvrage dont on viendra en parler à la fin de l'émission. Mais nous, donc, on peut. Il y a deux ouvrages, oui, déjà. Oui, tu peux déjà donner les titres. Alors, ça a commencé par des cartes qui sont des cartes relationnelles, un jeu pour communiquer, pour ouvrir son cœur, pour se dire avec sincérité, mais que ce soit pas égal à la communication. C'est un truc difficile pour résoudre des problèmes où ça va me prendre la tête, non, plutôt de s'inviter à se laisser découvrir et à se réactualiser continuellement. Et puis, suite à ça, il y a eu un deuxième ouvrage qui est un livre paru dans la collection Rituels de femmes de Catherine Maillard chez Très Daniel qui s'appelle S'initier à la communication amoureuse. Et dans amoureuse, il y a bien sûr la notion du couple, mais j'ai envie de l'élargir à cette communication dans laquelle on met de l'amour, quoi, et dans laquelle on met de l'amour pour soi, d'abord en termes de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je sens et comment je fais pour le transmettre à l'autre dans l'amour aussi et pas dans de la réactivité. Super. Au passage, on fait un coucou à Cathy Maillard, qui nous a accompagnés vraiment avec beaucoup de professionnalisme et d'amour aussi dans sa passion d'éditrice. Donc un grand bonjour à Cathy. Et on a une passion commune aussi. Dans la façon de te présenter, tu avais marqué quelque chose qui m'a énormément plu parce que c'est quelque chose qui me passionne pour avoir été au Maroc, œuvré pendant plus de 10 ans. C'est tu accompagnes des personnes à marcher aussi dans le désert et tu animes des cercles de femmes. Donc ça, c'est vraiment une de nos passions communes. Les cercles de femmes, c'est ta passion commune. Ceci dit, tu sais, je suis né dans une famille nombreuse où j'ai 6 sœurs, donc le cercle de femmes m'a toujours entouré. Ah mais carrément, oui. Mais les voyages dans le désert. Mais moi, j'adore parce que les hommes, je prends une minute là-dessus sur les cercles de femmes. C'est vraiment, quand je travaille avec les femmes, c'est vraiment dans la dimension on a besoin de se rassembler, mais c'est vraiment pour retourner et rencontrer le masculin après. Et systématiquement, quand j'anime un cercle de femmes, je me place un cercle d'hommes autour avec des hommes qui me sont chers, qui sont un peu comme les gardiens, là. Et dans le désert, j'emmène des femmes quand c'est un voyage que pour les femmes, mais j'emmène aussi des couples ou bien un groupe mixte et chaque thématique est différente. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est mon plus beau bureau, quoi, le désert. Et c'est l'endroit où je me sens le plus inspirée. À la base, j'ai 25 ans d'improvisation théâtrale derrière moi. Et du coup, l'impro, c'est-à-dire la magie de ce qui se crée dans l'instant, j'adore ça. Et donc, dans le désert, je marche, et puis ça va vers l'image suivante, vers le cercle suivant, vers le rituel suivant. Et finalement, le voyage se co-construit chaque fois, et c'est chaque fois une pièce unique, qui sera plus jamais jouée, mais qui était vraiment faite avec tous les acteurs, comme ça. Donc, c'est pas des acteurs, là, c'est des humains. Et donc, oui, j'aime cette idée de cheminer, et puis que le désert nourrit notre âme et déjà par le silence. Et quand on dit silence, c'est bien sûr le silence parce qu'il y a moins de sons que chez nous, mais c'est aussi d'aller chercher ce silence intérieur qu'on peut chercher par la méditation ou par toutes sortes d'autres techniques.
ou d'autres approches. Mais voilà, j'aime ça. Alors, il y a le silence, il y a la vastitude, il y a la beauté, il y a l'harmonie, tout a sa place. Et finalement, et c'est un espace où je vois les gens arrivent avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et si on se perd? Et est-ce que j'aurai à manger? Et s'il pleut? Et si on se fait attaquer? Et s'il y a des scorpions? Enfin voilà, il y a toutes sortes de peurs. Et on voit dans le désert à quel point les peurs sont des choses qu'on se crée en amont d'une situation qu'on connaît pas et qu'on a une machine infernale dans le cerveau qui nourrit de la peur. Parce que quand on y est, et c'est le retour de la plupart des gens, et en tout cas c'est mon expérience, mais c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité au monde, quoi. Parce que je pense que je suis beaucoup plus présente déjà dans l'ici et maintenant. Et que c'est un espace finalement à la fois aride et il faut être vigilant et en même temps très bienveillant. Donc c'est sûr, voilà, il y a cette veille, quoi, et voilà, cette veille, et moi ça m'émerveille. Et quand je suis dans le désert, je suis une mère qui veille. Voilà. Ah, tu es la merveille. C'est ça. Et c'est vrai ce que tu dis par rapport à l'expérience que j'ai du désert. C'est vraiment ça. Tu sens que dans ce dénuement, dans cette dépollution complète, où forcément tu es dans le côté le plus pur, la nature la plus offerte, au plus nue, je dirais. Elle est nue devant toi, comme ça, cette nature, et elle t'offre un réconfort. Un réconfort. En tout cas, tu te sens pris dans ses bras. Ouais. C'est vrai. En tout cas, c'est une belle image que tu nous as partagée de ce désert. Ça donne envie de retourner. Ah oui, là, ça manque un peu en ce moment, mais... C'est clair, c'est clair. Les passages de la communication dans le couple. Justement, Caroline, comment prendre conscience qu'une relation est vivante et mouvante aussi? Comment faire qu'on puisse percevoir qu'elle produit des déchets relationnels comme tu l'expliques très bien à travers tes ouvrages et puis aussi à travers notre discussion? Oui, alors on va faire un détour par la biologie. C'est une biologiste qui a fait une étude, alors j'ai oublié son nom, je suis pas très bonne pour ça, mais elle a fait cette recherche pour savoir comment est-ce qu'on peut déterminer que quelque chose est vivant. Quel est le plus petit dénominateur commun, en fait, du vivant? Alors, les enfants, c'est parce que ça grandit, c'est en croissance, c'est en lien, et tout ça est vrai. Et elle est arrivée à la conclusion que ce qui définit le vivant, c'est que ça produit des déchets. Et que tout ce qui est vivant produit des déchets. Nous allons à la salle de bain, la plante produit du CO2. Il y a la vie, l'énergie qu'utilise la vie pour fonctionner, pour croître, elle utilise une partie et puis elle en rejette une autre. Voilà, c'est comme ça. Et les déchets vont nourrir une autre partie de la vie. Ça, c'est vraiment dans quelque chose de très organique. Et donc, là, on dit, et c'est Jacques Salomé qui, en tout cas, c'est de lui que je l'ai entendu le premier, mais il y a déjà plus de 25 ans, cette notion de la relation est vivante, elle produit des déchets. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se dit toujours quand on est en relation d'amour, on n'a surtout pas envie que ça produise des déchets. On a un peu envie que ce soit joli tous les jours, que ce soit un espace de ressourcement, où il fait bon, où on se comprend, où c'est en équilibre et en harmonie. Et quand on a cette clé de savoir que ça va produire des déchets inévitablement, alors c'est quoi des déchets? C'est les mal dits, les trop dits, les pas assez dits, les dits en soupirant, les dits de travers. Tu sais, c'est tous ces trucs. Et parce que parfois les mots sont beaux, mais l'expression de visage qui était à côté détruit tout le truc. On dit plus. On dit plus, et voilà. Et ça, souvent, ça arrive de faire « Ah, ma parole a dépassé ma pensée ». Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression. Si, les gens font « Ouais, voilà », ou tu l'as déjà dit peut-être. « Ah, les mots ont été trop vite ». Bam, ça a fait du déchet. Et donc, l'art de la communication, c'est pas tant de ne pas produire de déchets, parce que c'est cette illusion de vouloir bien communiquer, bien relationner 24 heures sur 24, et ça nous demande trop d'énergie, trop de conscience, trop de présence. Mais ce serait l'art de recycler nos déchets relationnels et de pouvoir revenir en arrière avec la conscience de c'est pas tout de dire j'ai dit trop vite, c'est
lorsque j'ai dit ça, j'ai vu à ce moment-là que tu t'es fermé et braqué complètement et j'ai dû toucher quelque chose en profondeur chez toi. Alors d'abord, je te prie de m'excuser parce que c'est pas ça l'effet que je voulais faire, mais surtout, est-ce que tu veux me dire ce qui s'est passé pour toi? Et là, c'est ça que j'appelle revenir en arrière. Je vais réouvrir un espace pour permettre de nettoyer en quelque sorte et de pas emmagasiner. Sinon, on fait, oui, bon, ben, hier, je me suis énervée, c'est pas grave, je suis comme ça, il a qu'à comprendre, puisqu'il m'aime, il va comprendre. Et puis on emmagasine et à un moment donné, pour peu que je sois avec quelqu'un qui réagisse pas tout de suite ou qui fasse pas ce chemin-là, si j'ai pas réouvert l'espace, je vais me prendre un 6 tonnes de reproches dans la figure. Et je vais me demander pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, on aura juste parlé d'un détail, quoi. Voilà. Donc, nos déchets relationnels, ça amène pour moi à cette conscience du vivant et de savoir que c'est pas facile tous les jours, mais que chaque situation va me permettre, si je veux la remettre au cœur de la relation, de grandir avec, j'ai envie de dire la personne que j'aime, mais toutes les personnes significatives, parce que ça marche de la même manière dans nos relations professionnelles, dans toutes nos relations interpersonnelles, pour peu qu'elles soient significatives et que j'ai envie d'y mettre de l'énergie pour réparer, pour garder un lien qui soit à la fois sécure et qui permette à chacun de grandir en confiance, quoi. J'aime bien dans ton partage ce que tu viens de mettre en évidence, et puis peut-être un mot que tu n'as pas utilisé, mais en tout cas c'est le mot que je ressens. Ça demande aussi dans cette évolution, dans ce parcours de couple, hein, si on parle vraiment du couple à ce niveau-là, aussi cette envie, ce besoin aussi d'introspection, ce besoin de voir comment je fonctionne, d'oser aller voir mes ombres, hein, et comme tu l'as très bien dit aussi, quelles sont mes parts de déchets, comment je peux les traiter, les recycler. Je dis toujours que chez soi, on a toujours un espace pour avoir au moins une poubelle pour mettre nos déchets, hein. Et pourquoi ne pas le faire aussi à l'intérieur de soi-même? Parce que à un moment donné, c'est nécessaire aussi d'accueillir ces déchets, parce que comme tu viens de le dire, on est dans un monde de vivants. Et donc le monde de vivants, c'est on génère des déchets, mais comment on peut les traiter? Cette notion d'introspection, je la ressens bien à travers ce que tu viens de partager. Oui. Et j'étais troublée quand tu dis d'avoir une poubelle à l'intérieur de soi. Moi, j'utilise beaucoup l'image d'aller à la déchetterie, de faire avec notre intérieur, de notre cœur, de notre corps, comme on fait pour notre maison, en fait. Tu vois, on accumule régulièrement des trucs dans la cave, dans le grenier, tout ça. Et puis un jour, on va à la déchetterie. Et je sais pas si tu as la même expérience que moi de la déchetterie, mais c'est encore un peu fastidieux, l'encombrement, et puis de devoir retrier à la sortie, parce que comme ça. Mais il y a un moment qui est tellement jouissif, qui est le moment où la voiture est déchargée, le coffre est encore grand, et ça respire, quoi. Alors c'est comment est-ce que je peux faire ça au quotidien pour prendre la conscience et la mesure de qu'est-ce qui est encombrant, une frustration, une contrariété, ou de l'autre, le trop-plein, mon stress, le sentiment de ne pas être entendu. Et on va avoir des pratiques avec ça, déjà évidemment de respiration, de revenir à soi, de relâcher, de s'aérer, de s'oxygéner et de dire. Hein. Et donc il y a avoir cet espace d'une poubelle relationnelle, comme tu dirais, à l'intérieur de toi, mais de nouveau cette notion de que je laisse pas trop longtemps la poubelle dans l'espace quand même, que j'aille vraiment lui permettre de... Et ça se fait en prenant des temps, des rendez-vous, d'être vigilant sur, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour moi, et souvent, les petits trucs qui grattent, on fait, non, c'est pas très important, parce qu'on fait une sorte de mesure entre les petits trucs qui grattent et finalement, ça va quand même bien et on se satisfait de ça va bien. Sauf que dans un petit truc qui gratte, en général, il y a le germe d'un truc énorme. Et donc, je voulais revenir par rapport à ce que tu disais sur ce couple, hein, qu'on crée. Alors souvent le début, et c'est là les passages de la communication, on va pas avoir la même communication dans un début de relation, parce que dans un début de relation, quand on est dans cette phase de fusion, on se ressemble, on s'assemble parce qu'on se ressemble, parce qu'on vibre pareil, on va dire d'ailleurs on est sur la même fréquence, on a les mêmes affinités, on a les mêmes centres d'intérêt, il y a une sorte de plaisir à être pareil que l'autre, et la communication,
communication, à ce moment-là, se passe en général assez bien. C'est vraiment le on, quoi. On est devenu un. Et puis, on a une deuxième phase, c'est là le passage, c'est que chaque couple en croissance va rentrer dans une phase de différenciation et on va se rendre compte que, tiens, finalement, ce que j'adorais chez toi au début, c'est ce qui m'exaspère juste après. Et je suis que sûre, c'est ce qui m'exaspère. Et là, les deux vont un peu se battre pour dire « je veux exister pour qui je suis, je veux être reconnue pour qui je suis ». Et si on n'y met pas de l'attention en communication et de l'accueil et de l'ouverture et l'acceptation de cette différence, on va commencer à tirer sur la relation en faisant « viens dans mon monde, c'est comme ça que ça doit fonctionner ». Mais non, je te dis que c'est comme ça. Et finalement, chacun se bat pour sa liberté et pour le fait de pouvoir exister pleinement. Et là, on a souvent une communication qui va s'apparenter au tu quand on a des petits conflits. Alors, ils disent le tu qui tue. Les Amérindiens disent, c'est très très beau, ils disent dès que tu me dis tu, dès que tu me définis, tu m'as déjà tué en fait. C'est-à-dire que quand tu me plaques ta vérité sur moi, j'ai plus d'espace pour exister. Et donc ça c'est cette phase de différenciation. Et donc la question c'est est-ce qu'on veut sortir de ça? Et c'est l'endroit où la majeure partie des couples se séparent parce que ça fait finalement on n'est plus d'accord et certainement dans ce monde aujourd'hui où tout va très vite, il y a quelque chose de non je me suis trompée, ça peut pas fonctionner. Donc il va falloir qu'on passe à deux, puis ça va être le troisième passage, c'est l'engagement de la mise au travail. Pour faire, si je t'ai choisi, c'est sûrement pas par hasard et sans doute je t'ai choisi pour que tu viennes appuyer chez moi et révéler les parts qui sont abîmées, ce que tu disais, les ombres, les parts peut-être blessées de l'enfance et donc c'est toujours un super-héros qu'on a devant nous. Sauf qu'il a plus sa jolie cape pour nous éblouir ou sa jolie cape, hein, tu mets au féminin évidemment, t'es un homme, moi je parle en tant que femme, mais il m'éblouit plus et si je continue à le voir comme un super-héros qui est venu pour me soutenir et m'aider dans ma croissance et que je fais pareil pour lui, alors je pense que ça devient vraiment une aventure intéressante. Et ce l'est, en tout cas c'est sûr que vivre une expérience de couple et le vivre en sagesse, même si nous sommes des passages, mais le vivre en sagesse, en tout cas, je vois l'évolution avec mon propre couple, à quel point la pierre angulaire de cette aventure à deux a été la sagesse. Comment je peux grandir à travers l'autre. Et j'ai bien aimé la notion de... Effectivement, lorsqu'on utilise le tu, hein, je dis toujours que quand on prend notre main, le tu, c'est marqué par le fait de pointer du doigt, tu sais. Mais quand tu pointes du doigt, notamment l'index, il y en a 3 qui se tournent vers toi. C'est ça. Alors quand l'index et les autres doigts s'unissent, ça devient super. Je ne sais pas si les auditeurs le voient. Ils ne le voient pas, mais ça fait comme les pouces, les pouces, voilà, les pouces. En tout cas, l'image est là. Hein. C'est-à-dire que lorsque l'index se recroqueville sur les autres doigts, effectivement, il ne reste plus que le pouce, donc l'unité. Et c'est beau de pouvoir... Et effectivement, ce que j'ai pu observer, c'est à quel point si je prends le temps de mieux communiquer, et tu as pu t'en rendre compte avec tout le travail et l'approche que tu as. Donc, comment la communication, à ton avis, est essentielle pour toi? Comment la communication peut servir vraiment, avant tout, comme tu le dis, hein, à créer un terreau relationnel fertile pour pouvoir croître justement dans cette histoire de couple? J'aime beaucoup cette image du terreau et je constate que, tu sais, quand les couples viennent en consultation ou même les personnes, souvent on se dit... On communique pas bien, il est temps qu'on apprenne à communiquer, mais c'est déjà un peu tard. C'est-à-dire que c'est comme si la communication est associée à cette idée de résoudre des problèmes et des difficultés. Et fertiliser la relation, se donner du terreau, ça veut dire faire circuler davantage de bon que de douloureux ou de difficile dans la communication. Parce que là où dans la relation, là où la terre est sèche, où elle n'a pas les éléments qu'il faut, elle va rien faire pousser. Et comment est-ce qu'on va entretenir la terre de notre jardin relationnel, hein, on pourrait dire ça? Ça va être en nourrissant de gratitude, de reconnaissance, d'appréciation. Dans l'approche Imago, que j'aime beaucoup, je travaille énormément avec ça en ce moment,
C'est Harville Hendrix, pardon, et sa femme, et il commence toujours par un dialogue d'appréciation positive. Et tu vois, quand ça fait, je pense que ça fait longtemps que vous êtes déjà ensemble et tout, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais chaque jour, aller rechercher une chose que j'apprécie particulièrement chez toi, une chose qui m'a touchée dans ce que tu as dit aujourd'hui, dans ce que tu as fait aujourd'hui, où j'ai aimé la manière dont tu m'as souri furtivement en sortant de la salle de bain alors que j'étais hyper pressée. Et en fait, c'est toujours ça, c'est de nouveau revenir en arrière, mais revenir en arrière dans ce qui a été de positif. Et plus on va se sentir reconnu, aimé, valorisé, ben plus on va se sentir en sécurité, et ça je pense c'est universel dans le lien. Et quand je suis reconnue pour le petit sourire que j'ai fait, ou pour le bon repas, ou pour la parole, ou pour l'aide que j'ai apportée, mais ça va me donner envie d'en refaire davantage. Et si je suis jamais reconnue pour ça, ben à un moment je vais lâcher, je vais me résigner, je vais rentrer dans l'habitude et faire de toute façon, c'est cette phrase, bon, je n'ai pas besoin de lui dire que je l'aime parce qu'il le sait. Ben non, comment est-ce que je peux le redire tous les jours? Oui, c'est cette notion d'entretenir, de nourrir, hein, ce que j'entends dans ton partage. Hein. Comment je peux entretenir, nourrir. Il y a deux choses, il y a nourrir de bon et puis enlever régulièrement les petits trucs qui grattent. Tu vois, c'est ces petites mauvaises herbes, et pas en se disant je le fais une fois par an ou j'attends que ce soit devenu un terrain vague, quoi. Ou la Saint-Valentin. Ou la Saint-Valentin. Et donc moi j'aime profondément l'idée de mettre dans notre agenda un temps du couple, un temps de la relation. Déjà de le mettre dans l'agenda, moi j'ai un agenda toujours surchargé et tout, mais ça me fait dire et ça me fait entendre ça, je lui donne autant d'importance qu'une réunion de boulot, quoi. Et pas, je verrai comment se porte ma relation quand j'aurai le temps, parce qu'en général, si je fais ça, je suis trop fatiguée, il y a les enfants, il y a le machin, il y a tout. Et donc, donner un temps. Et ce temps-là, imaginons que c'est le vendredi matin, mais il va servir soit à fertiliser la relation quand tout va bien, nourrir du bon, se dire des belles choses, écrire, jouer avec les cartes, apprendre à se connaître davantage, réveiller sa curiosité, son émerveillement, ou bien il va être le moment de l'ajustement nécessaire pour ne pas, pour pas accumuler. Et si c'est un temps d'ajustement, mais ça va être important que je puisse dire à mon partenaire, regarde, on se voit vendredi matin, j'ai vraiment envie de pouvoir reparler de tel sujet avec toi, puis je prendrai autant de temps pour le faire. C'est de nouveau une manière d'amener de la sécurité, parce que sinon il y en a un des deux qui arrive le cœur en fleurs en faisant c'est super, c'est notre matinée ensemble, et puis l'autre il arrive avec un bazooka, et ça fait juste, j'étais pas préparée, je suis saisie, et si je suis saisie et pas préparée, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renvoyer du reproche en retour, je vais essayer de me défiler, c'est une réaction de survie en fait, où je vais me barrer en disant ben, si c'est comme ça, je préfère aller bosser, quoi. Oui, c'est vraiment beau ce que tu viens de partager, le fait aussi d'avoir cette attention, de dire que c'est important de prévenir aussi, d'informer, de communiquer. Et puis, ce que je dis toujours, c'est aussi, lorsqu'on est en couple ou même dans une famille où on a des enfants, combien de temps on se consacre à ces différentes parties? Moi, en tant que personne, un être humain qui a ses besoins, et aussi nourrir le couple, pas le couple famille, mais le couple, oui. Et le couple famille, bien sûr, avec les enfants et créer des relations. Alors bien sûr, ça demande de l'attention, du temps, mais comme tu dis, c'est une question de prioriser aussi. Oui. Oui, et c'est là que les passages sont importants, tu vois, parce qu'on va... parfois, on a des passages un peu plus creux et l'équilibre dont tu parles, je pense qu'il est jamais... C'est pas comme un 4/4, quoi, où toutes les mesures sont pareilles. Il y a des moments de ma vie où je vais être plus investie dans la partie enfant et peut-être un peu moins dans le couple. Il y a des moments de ma vie où je vais être moins dans le désir, où on n'a peut-être plus un projet commun. Mais c'est toujours d'avoir cette veille et de comme garder le cap. Et en fait de rester en relation là-dessus, c'est aussi ok de dire ben regarde là je suis vraiment avec des projets qui me tiennent à cœur, t'en fais pas partie, je te retrouve dans l'espace juste familial et je sais que ça reviendra, mais j'ai besoin de ça parce que c'est aussi ça qui me nourrit moi, qui pourra nourrir. Et au final, c'est ça que je voudrais. Mais dis-moi comment toi, tu vis la chose. Tu vois, avant qu'il y ait le reproche de « Ah ouais, mais t'es jamais là, tu m'as abandonné, tes trucs prennent trop d'importance. »
Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est garder tout le temps cet espace de voilà ce que moi je vis et de le nommer. C'est comme une carte géographique, quoi. Voilà les éléments. Et toi, comment c'est pour toi en ce moment? Et bien sûr qu'il va y avoir des moments où l'un a besoin de liberté, d'être dans ces trucs, et que l'autre a besoin de lien et de connexion, et que là, on va commencer à toucher des moments difficiles de travail, de mise au travail. J'aime bien, je parlais de ça l'autre jour, le laboratoire du couple. Et la racine étymologique de laboratoire, alors je vais essayer de le refaire, mais ça vient de laborer, du travail, et orare, quelque chose comme ça, qui est la prière. Et en fait, c'est le travail de l'espace sacré, en fait. Et donc, le laboratoire du couple, c'est de rester tout le temps dans cette notion de veiller à garder l'espace sacré de transformation et de lien. En tout cas, c'est passionnant, Caroline. C'est un domaine passionnant de toute façon pour tous ceux et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans une relation de couple ou pas. En tout cas, c'est nourrir son individualité, nourrir son couple, nourrir sa famille. Et comment je peux le faire? En tout cas, je suis persuadé que en découvrant tes ouvrages, ils auront plein de clés, en allant aussi te rencontrer. Donc, tu nous donneras aussi à la fin de cette émission ton actualité et comment te contacter. Nous abordons la deuxième partie de cette émission, Caroline. Et peut-être par rapport au thème que tu as abordé, justement, qu'est-ce que la sagesse pour toi? J'allais dire, je vais commencer par ce qui est passage, tu sais, parce qu'on a mis passage, on peut l'entendre dans le terme des passages, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est aussi la notion de pas toujours être sage, de pas toujours être pieux dans la communication, sinon ça devient fastidieux. Bien sûr, il y a des règles qui sont importantes, mais c'est aussi le côté, et si j'étais pas sage parfois, si je faisais différent, si on jouait, si je te disais des choses que je t'ai jamais dites, si on se laissait surprendre. Voilà. Mais donc ça, c'était parce que j'avais ce mot-là comme ça en tête, et donc tu peux reformuler ta question. T'as demandé la sagesse, c'est ça? Qu'est-ce que c'est la sagesse? En fin de compte, tu l'as déjà défini, hein? Ben, la sagesse, pour moi, la sagesse, j'aime... Il y a plusieurs choses. La première chose que je vois, c'est comment chaque expérience de vie, chaque épreuve m'a fait grandir et m'a apporté une leçon de vie qui contribue à faire qui je suis aujourd'hui et dont je peux être fière. Et je suis toujours touchée quand j'entends des parents dire oh, « j'espère qu'il va rien arriver à mes enfants » et qui sont un peu dans ce vœu de pourvu qu'ils se cassent pas une jambe, pourvu qu'ils perdent pas leur travail, pourvu qu'ils vivent pas une rupture. Et en fait, dans ce souhait qu'il leur arrive rien, mais on les empêche de se renforcer à la vie aussi. C'est vraiment cette image du papillon, quoi, que si on le laisse pas se débattre dans sa transformation de chenille, ses ailes seront pas assez fortes pour voler. Et donc, j'aime me dire, j'espère qu'il arrivera des choses à mes enfants, mais qu'ils auront en eux toutes les ressources et la force et la foi et la confiance en eux et la capacité à demander de l'aide pour se relever et grandir de ça. Alors bien sûr, je leur souhaite, il y a des trucs que je leur souhaite pas, c'est sûr, mais je trouve que c'est intéressant quoi dans notre approche de comment est-ce que j'enveloppe mes enfants. Est-ce que je les enveloppe par rapport au monde extérieur pour qu'il leur arrive rien ou est-ce que je les nourris de l'intérieur pour qu'ils soient solides pour se confronter au monde extérieur? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important aussi. Donc, il y a cette sagesse qui est cette sagesse de la vie. Alors, c'est pas que je me régale chaque fois que j'ai une épreuve dans ma vie en faisant « Ah, chouette, une de plus ». Mais je sais quand même, à force qu'il y a quelque chose de transformateur là-dedans qui m'aide. Ça, c'était la première partie de la sagesse. Et la deuxième partie que j'avais envie de partager avec toi, mais tu vois, je suis sûre que c'est en plein dans tes propositions, dans tes accompagnements, dans tes enseignements. Pour moi, la sagesse, c'est quand j'arrive à être
suffisamment dans cet espace à l'intérieur de moi qui est silencieux et immobile où je peux me regarder fonctionner. Donc c'est ce que Osho appelle l'observateur, ce poste de l'observation. Et moi, mon image, c'est d'être sur la plage et puis de regarder le mouvement des vagues, et ça va, ça vient, ça s'agite, c'est une émotion, c'est mes mots, c'est mon mental, mais est-ce que je peux à un endroit le regarder? Et dès que je peux le regarder, je suis plus prise dans le mouvement et je peux avoir une compréhension différente de ce qui se passe et de ce comment ou ce vers quoi j'ai envie d'agir. Voilà, c'est là où j'en suis dans ma vie. J'imagine que dans 30 ans, s'il m'est donné de vivre jusque-là, j'imagine que j'aurai une réponse beaucoup plus sage et peut-être plus nourrie. Mais aujourd'hui, voilà ce que la vie m'a donné en tout cas. C'est déjà bien nourri, hein. Déjà d'arriver à cet état dont tu me parles, c'est déjà un beau cheminement accompli, de pouvoir être ce fameux témoin de ce qui se passe, hein, cet observateur joyeux, toujours garder cette joie. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit en tout cas à travers ta présence, Caroline, hein, cette joie, cet enthousiasme, et ça c'est vraiment ce que tu partages. Comment les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, comment ils peuvent te contacter, peut-être rentrer en contact avec toi pour soit suivre un accompagnement? Comment on te contacte? Alors, comment on me contacte? On me contacte d'abord via un site, parce que c'est ça aujourd'hui, donc je peux le donner, c'est www.communiki.be, BE pour la Belgique, et Communiki, c'est avec 2 K. Alors, ça aussi, c'est rigolo, donc K-O-M-U-N-I-K-I, et c'est de l'espéranto, tu vois, hein, l'espéranto. Oui, bien sûr. Hein. Alors, ça veut dire communication en espéranto. Et donc, l'espéranto, c'est cette langue qui pourrait nous aider, nous les humains, à mieux se comprendre, à avoir une sorte de langue universelle. Et tu parles l'espéranto? Non. Très peu, hein? Non, pas directement. Du tout. C'est ça. Par bride, peut-être? Tout le monde sait que ça existe, que ce serait un chemin assez court pour communiquer, mais personne ne le pratique. Et la communication dans le couple, c'est un peu pareil. Tout le monde sait que c'est une des bases solides et que ça mérite toute son attention, mais personne ne la pratique réellement. On préfère pratiquer l'expression, la réaction, la spontanéité, je sais pas tout quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon site sur lequel, bon voilà, il y a un peu toutes mes propositions. Et puis sinon, je sais pas si tu peux mettre en dessous du truc. Voilà, sur le site, il y a un mail, il y a un téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Et alors que ce soit les ouvrages ou de la consultation à distance ou en présentiel, des voyages. Et là, depuis très très peu de temps, un programme d'accompagnement en ligne sur les bases justement de la communication, voilà, avec des petites capsules, des exercices. Tu parlais d'introspection, mais voilà, pour démarrer ce chemin et se mettre en mouvement à 2. Donc voilà. Super. En tout cas, merci pour ta belle présence, Caroline. Merci pour cette belle joie partagée. Et on souhaite une belle journée, une belle semaine à toutes les auditrices, auditeurs qui nous écoutent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Sagesse et Société. Caroline, avant de se quitter, si tu devais partager un conseil, peut-être une clé, avant de dire au revoir à nos amis, quelle serait cette clé? Même si tu nous en as donné déjà beaucoup, hein. Ouais. Une de plus, allez, pourquoi pas. Et écoute, une de plus, la clé, ce serait de dire, pour bien communiquer avec l'autre, il faut que j'apprenne à bien communiquer avec moi. Et pour bien communiquer avec moi, le chemin, c'est de faire alliance avec ses émotions en sachant que chacune vient nous donner un renseignement précieux et pas d'essayer de les étouffer ou de les fuir. Voilà. Merci. J'ai envie de te remercier, j'adore ta manière d'être en lien, de t'intéresser, c'est très, très soutenant. Et en fait, c'est moi et maintenant j'ai envie de savoir plein de choses sur toi. Donc, on devrait faire l'inverse. La prochaine fois, c'est moi qui t'interroge. C'est une bonne idée. La prochaine fois, je demanderai à l'invité de me poser des questions. Mais oui. Avec grand plaisir. En tout cas, c'était un grand plaisir. Et puis à très bientôt, Caroline. Merci beaucoup. Et à bientôt à toutes et à tous. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.